J'avais naturellement, comme beaucoup d'autres, lu attentivement la tribune de Didier Tabuteau et de Martin Hirsch. J'étais assez fortement en désaccord avec la proposition qui était formulée. J'ai envie de dire pour une raison simple, ça peut paraître paradoxal, mais c'est pour une raison simple. Moi, je suis attaché à la sécurité sociale, à l'assurance maladie obligatoire. Et je pense que la proposition n'était pas réaliste pour deux raisons, ou deux ou trois raisons. La première, c'est que l'assurance maladie obligatoire demeure l'homme malade de la Sécu, 4 milliards d'euros de déficit. Je crois qu'on est même d'ailleurs plus proche aujourd'hui des 5 milliards. 4,8, oui. 4,8, hein, 4 milliards d'euros, 136 milliards d'euros de dette sociale accumulée, et il me semble que la première entorse à la solidarité nationale, c'est cette dette sociale qu'on renvoie sur les générations futures. Et je ne vois pas comment on pouvait comme ça imaginer que la Sécu puisse, dans le contexte actuel, en plus absorber les 42 milliards d'euros qui sont à la charge, j'allais dire, des ménages à travers leurs complémentaires et leur reste à charge. Pour moi, c'était prendre le risque, j'allais dire, de fragiliser grandement, et pour ne pas dire définitivement, l'édifice auquel nos concitoyens, fort justement, sont attachés. Mais il me semble qu'avec l'élection présidentielle, le débat a été un peu tranché. Jean-Luc Mélenchon portait cette idée je crois qu'il appelait ça une sécurité sociale intégrale. Le nouveau président de la République ne remet pas en cause l'organisation actuelle et invite, si j'ai bien compris, les acteurs à se mettre autour de la table pour répondre aux enjeux de demain. Donc moi, je considère de ce point de vue-là, pour les complémentaires, que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas pour autant le statu quo. C'est pas pour autant le statu quo. Pour commencer, il faut quand même rappeler que le sujet de la politique de santé, puisque c'est ça la question posée, c'est bien d'autre chose que le financement. On est bien d'accord que l'organisation, la rationalisation des soins, la structuration des parcours, la capacité de développer une prévention organisée, ce sont les défis du système de santé. Ce matin à voir tout ça. Non mais je le précise parce que dans cet élément, on a un système de santé qui évolue, qui pose des problèmes de financement, même s'ils se sont quand même relativement stabilisés. Je vais revenir sur la dette sociale parce que ça mérite quand même une petite réflexion. Mais on est dans un schéma dans lequel le financement, c'est un élément pour permettre le développement du système de santé, sa réorganisation, sa restructuration. C'est ça. Ça n'a pas d'autre objet. Mais c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'on y a consacré quelques temps de travail depuis une dizaine d'années, parce que c'est des projets qui se maturent doucement. Mais il faut quand même le préciser, parce que souvent, on a le retour d'arguments qui est « mais ça ne résout pas tout ». Ça ne résout pas tout, et c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxième remarque, je crois que on a autour de ce double niveau, hein, assurance maladie obligatoire, assurance complémentaire. Moi, c'est plus facile que je ne suis pas comme le président Baudet en gestion ou en fonction. Si on regarde un petit peu l'évolution, on est dans un schéma dans lequel, initialement, l'idée était qu'à terme, on puisse avoir un système unique de financement. Et d'ailleurs, je rappelle que les ordonnances de 1945 permettaient à la Sécurité sociale d'assurer la complémentaire santé, si j'ose dire. On n'appelait pas ça encore complémentaire santé, mais c'était un article des ordonnances de 1945. Ça, c'est le texte de l'ordonnance. En 1945, on assurait un complément de salaire. Les questions de santé, c'est venu beaucoup plus tard. On mythifie une sécurité sociale qui n'a jamais véritablement existé. Laissons poursuivre Didier Tabuteau. Donc en 1945, quand même, il y avait des remboursements de soins. C'est vrai que la part des indemnités journalières était très supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est une évidence, parce que le système de santé s'est développé. Le nombre de médecins a été multiplié par 7 depuis 1945, donc j'ai pas de doute. Mais c'était quand même une bonne part de la dépense d'assurance maladie. C'était même la part majoritaire, la dépense des soins. Et donc, il fallait... Et quand on lit les ordonnances de 1945, il y avait cet article qui permettait à la Sécurité sociale de jouer le rôle de complémentaire. Ça a été supprimé par un texte de 1947, dont le titre publié au journal officiel, c'est portant réorganisation de la sécurité sociale dans l'intérêt de la mutualité française.
Donc voilà, il y a eu un Yalta qui a été fait entre 45 et 47 pour conduire à une espèce de système à 2 étages. Alors, ce système à 2 étages, il faut le regarder très objectivement. Moi, je n'ai jamais dit, on n'a jamais écrit qu'il y avait des dépenses anormales dans les frais de gestion. On dit simplement que si ça peut être fait autrement sans que ces frais de gestion soient exposés, c'est un vrai intérêt. Quand on met une pression extrêmement forte sur les équipes hospitalières, sur les professionnels de santé de ville pour avoir une économie de 50 millions, 100 millions, 150 millions, tous les ans, tous les gouvernements le font pour tenir des objectifs de dépenses. Eh bien, on peut raisonnablement s'interroger et au moins lancer le débat public. Ensuite, effectivement, c'est un choix politique, mais on a le droit de lancer le débat public pour savoir si les 7 milliards de frais de gestion des complémentaires, quelle que soit leur légitimité, ne pourraient pas être utilisés à permettre d'avoir une activité hospitalière ou une activité de médecine de ville. Nouveau quinquennat, prise de position du président de la République. Comment vous voyez